Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Et oui, notre vidéo est avec Geoffroy Lejeune, directeur de rédaction de Valeurs Actuelles, auteur de ce livre écrit en 2015, livre quand même somme toute assez prophétique, une élection ordinaire qui présentait Éric Zemmour candidat, puis Éric Zemmour président. Et puis vous avez réédité ce livre Geoffroy Lejeune avec un addendum qui a été réédité la semaine dernière, Zemmour président, de la fiction à la réalité. Et là, on voit que finalement vous n'étiez pas si loin, hein. Alors c'est très gentil, c'est très flatteur comme présentation. En fait, malheureusement, j'ai quand même fait beaucoup d'erreurs dans ce livre. D'ailleurs, j'ai assumé après cette nouvelle préface de garder les erreurs que j'avais écrites à l'époque pour assumer que voilà, je m'étais trompé sur plein de choses. Mais il y avait une chose vraie dans ce livre qui est restée vraie en réalité, c'est qu'en fait, moi, je m'étais basé sur, j'avais une analyse en 2 points. C'était premièrement, il y avait un espace entre la droite et le Rassemblement National, le Front National, on disait à l'époque. Il y avait un espace qui n'était pas occupé, et si quelqu'un était arrivé pour l'occuper en tenant ce discours, en tenant ses positions et en le faisant courageusement, il aurait pu dévitaliser et la droite et le Front National. Ça, c'est ce qui est en train de se passer avec Éric Zemmour. Et puis la deuxième chose, c'est finalement que cette posture de candidat qui vient pas du sérail était porteuse. Et ça, pour le coup, j'avais rien inventé. Vous savez, en 2015 déjà, il y avait Beppe Grillo en Italie, on voyait apparaître Donald Trump, et en fait, dans beaucoup de pays, il y a un Ukrainien aussi qui était un ancien candidat de télé-réalité. En fait, dans les démocraties occidentales un peu fatiguées, et ben la personne qui arrive avec une autre manière de parler et une autre manière de présenter ses idées peut tout renverser sur son passage. Et moi, j'avais cette conviction en 2015, et il a fallu 6 ans pour qu'elle se réalise. Ouais. Alors, vous êtes plein d'humilité parce que vous dites, bon, tout ce que j'ai dit est faux. Vous le dites vous-même dans votre livre que les rebondissements sont rocambolesques et vous les assumez. Ouais. Et que, en fait, ce qui est vraiment important, c'est ce qui relève de l'interaction entre les personnages. Et ça n'a pas changé. C'est encore vrai aujourd'hui. Tout ce que vous dites, on le voit, la tension entre Marion et Marine, dont on va parler d'ailleurs, le rôle de Robert Ménard. Tout ça, c'est vrai. Et vous le dites justement très bien, Éric Zemmour est le révélateur d'une crise politique, en fait, que vous aviez déjà senti en 2015. Et pourquoi vous l'aviez déjà senti, cette crise politique ? Est-ce que déjà les partis politiques étaient absents à ce moment-là ? Oui, en fait, pour moi, c'était vraiment... les choses étaient déjà... Si vous voulez, je me suis trompé sur la partie prédictive, c'est-à-dire que quand j'essaye de faire des pronostics pour plus tard, par exemple, dans le livre, j'écrivais que Sarkozy allait gagner la primaire de la droite. Bon, c'était faux. Mais c'est tout ce qui relève du pronostic, je suis pas très bon. En revanche, par contre, sur l'analyse des faits, c'était mon métier, en fait. Je suis quand même journaliste politique, et je suivais notamment la droite et un peu aussi le Front National. Donc, du coup, je voyais... Tous les éléments étaient sur la table, en réalité. Il y avait, d'un côté, un Rassemblement National avec une candidate, Marine Le Pen, qui avait choisi une stratégie que moi, je jugeais mauvaise. C'est-à-dire, en gros, d'arrêter avec les marqueurs historiques du Front National, c'est-à-dire, comme dit Zemmour, d'ailleurs, il a raison, elle a jamais changé de discours sur l'immigration, mais elle a pas mis l'accent sur l'immigration. Zemmour, aujourd'hui, est en train de réussir une campagne en faisant de ce sujet, le point cardinal de sa démonstration, c'est de dire, si on règle ce problème-là, sa mission historique, c'est de régler ce problème-là, et donc, tout découle de ça. Quand il parle de fraude sociale, il parle d'immigration également. Quand il parle d'économie, il le lie à l'immigration, parce qu'il pense que tout est lié. Bon, Marine Le Pen, elle le faisait très différemment. Elle n'avait pas changé d'avis sur l'immigration par rapport au discours historique du Rassemblement National, mais elle parlait d'Europe, elle parlait d'euro, elle voulait se crédibiliser sur l'économie, elle réussit à faire un débat d'entre-deux tours où elle parle de désindustrialisation et de problèmes d'entreprise. Bref, elle passe à côté de ça. Elle a voulu élargir l'électorat, donc elle a voulu lisser son discours, ce que ne fait pas pour le moment Éric Zemmour. Et je pense que stratégiquement, c'est lui qui a raison. Et donc à l'époque, on voyait déjà ça, elle choisissait déjà le ni droite ni gauche, elle expliquait déjà qu'elle avait rien à faire avec des gens de droite et que c'était pas son objectif de les rallier, alors qu'elle aurait pu faire une OPA sur la droite dès 2012, quand Sarkozy perd. À ce moment-là, elle peut tendre la main à ses électeurs et elle peut mettre en place une stratégie pour les récupérer. La droite n'est pas difficile à tuer à ce moment-là, et elle le fait pas. Et ensuite, de l'autre côté, je suivais moi essentiellement les Républicains, et si vous voulez, ce qu'on appelait à l'époque l'UMP, et en fait, j'ai beaucoup fréquenté Copé, Fillon, Sarkozy, l'entourage d'Alain Juppé, etc. Et en fait, on voit à ce moment-là qu'ils n'ont plus le courage d'assumer le discours qui a été le leur dans les années 90. Ils ne veulent plus le faire, ils tournent le dos à ça. C'est la phrase incroyable de Juppé qui dit rétrospectivement ses propositions sur l'immigration du RPR et de l'UDF, c'était une erreur. Il faut imaginer quand même qu'en 1990, la droite et le centre se réunissent à Villepinte pour parler d'immigration. Ils disent que l'islam est incompatible avec les lois françaises, ils disent que l'immigration doit être stoppée immédiatement. Et à l'époque, on dit aujourd'hui c'était Juppé et Chirac. Il n'y avait pas que Juppé et Chirac, il y avait aussi Valéry Giscard d'Estaing qui signe ce texte, et François Bayrou qui aujourd'hui nous explique que c'est dramatique, c'est catastrophique. Ils étaient tous là. Et donc en fait, je
vois qu'ils ont plus le courage d'assumer ce discours. Je vois qu'ils ont plus beaucoup de ressources mentales, morales. Il y a assez peu de gens courageux en réalité aux Républicains. Moi, je me suis attaché à certains d'entre eux, mais ils sont très peu nombreux. Et idéologiquement, c'est un parti qui n'a plus de boussole. Donc, alors que ces électeurs, eux, n'ont jamais aussi bien su pourquoi ils voulaient voter. C'est un peu l'histoire de la primaire de la droite. François Fillon, sous l'impulsion de Bruno Retailleau et de quelques autres, fait une dernière partie de campagne assez à droite et il passe de 10% à 44% en quelques semaines. Ça prouve qu'il y a une vraie soif de ce discours-là et il s'en prive en réalité. Et comme je vois ces deux choses-là, je me dis, moi j'aimais beaucoup Éric Zemmour depuis très longtemps, je me dis en fait lui il tient le bon discours, il a la bonne ligne et c'est comme ça que j'invente cette espèce de scénario un peu fou où c'est lui qui devient président. Mais finalement, tout était écrit depuis longtemps. Pourquoi personne n'a réussi pour l'instant ou n'a voulu, en tout cas vous avez parlé de Marine Le Pen en 2012, pourquoi Marine Le Pen n'a pas voulu tuer la droite en fait? Je pense que Marine Le Pen n'est pas de droite déjà pour commencer, elle est culturellement, elle le dit elle-même, d'ailleurs. Elle le dit d'ailleurs très bien, oui bien sûr, elle est culturellement... Mais c'est pas une posture ça d'après vous quand elle dit qu'elle est pas de droite? Moi je la connais pas très bien mais j'ai déjà discuté avec elle et en fait Jean-Marie Le Pen dit qu'elle est née en 68 et que c'est pas un hasard. En fait c'est vraiment une fille de son époque et donc elle ne triche pas, au moins elle fait pas semblant, mais je pense qu'elle a culturellement pas d'appétence pour ce qu'est la droite, pour la bourgeoisie, la bourgeoisie même si elle est patriote, pour les gens qui ont un porte-monnaie et qui essayent de le faire fructifier, etc. Ça la dégoûte un peu. Et ensuite, tous les combats de la droite dans la période où Marine Le Pen est active en politique en tant que présidente du FN, de 2011 à aujourd'hui, en réalité, ce sont moi, je pense que c'est un grand retour du conservatisme, en fait, le point d'orgue étant la manif pour tous, et Marine Le Pen, fondamentalement, n'est pas conservatrice. Donc, fondamentalement, au moment où il faut aller piétiner dans la rue au mois de janvier pour s'opposer au mariage pour tous, ça l'embête profondément. Elle a pas du tout envie de mener ce genre de combat. Ça lui parle pas, c'est pas son monde, c'est pas ses idées, c'est pas son habitus, et donc, elle décide à ce moment-là, elle se dit, en gros, il y a 5% des gens qui sont opposés au mariage pour tous, l'immense majorité de mes électeurs s'en fichent complètement, ils viennent plutôt de la gauche, ils sont beaucoup plus attachés à la sortie de l'euro ou de l'Europe et à d'autres sujets, et donc du coup elle décide de ne pas investir ce genre de sujet. Ce qu'elle voit pas, et c'est son erreur je pense, c'est qu'elle voit pas qu'il y a un vrai courant de fond, peut-être qu'on est minoritaire, mais un courant de fond, en tout cas une vraie émulation intellectuelle à droite, dans la droite conservatrice, dans la jeunesse conservatrice que vous incarnez vous aussi, et qu'en fait on est les trotskistes d'aujourd'hui en fait. On n'est peut-être pas très nombreux, mais en tout cas on réfléchit, on s'agite et on essaie de faire changer les choses, et elle s'est privée de cette émulation, de cet élan. À quel moment la droite a trahi ses valeurs d'identité? Vous parliez du RPR des années 80-90. La droite d'ailleurs et les partis politiques, puisque vous citiez Bayrou. À quel moment il y a eu cet abandon des sujets primordiaux pour les Français tout de même? Parce qu'on voit bien, selon les études Fondapol, les dernières, le risque populiste, on voit bien l'importance de ces sujets de sécurité, d'identité pour les Français. C'est une très bonne question. Je ne saurais pas dater le début de la trahison. Comment a commencé ce glissement? 2007, non l'élection de Sarkozy. En fait, je trouve ça très compliqué de donner une date parce qu'en fait on peut en donner 15 et il y a eu, je pense que c'était inscrit depuis très longtemps. En fait ce fameux moment de Villepinte en 1990 est très intéressant parce que à ce moment-là il y a une personne, une seule, il s'agit de, j'ai oublié son nom, celui qui a écrit l'immigration est une chance pour la France. C'est donc un livre très connu, il était très célèbre à l'époque. C'est pas Pierre Morin, non? Non, c'était un homme politique de droite. Et en fait, c'est le seul, je me demande si c'est pas Stasi, mais je suis pas sûr, qui sort de Villepinte en disant c'est un scandale, ils sont tous d'accord avec ce texte, hein. Et il y en a un qui dit non, c'est pas possible, je refuse que mon parti politique s'adonne à ce genre d'horreur, etc. À l'époque, il est tout seul. Et en fait, il est le seul à être suffisamment honnête pour reconnaître que le virus gauchiste a été inoculé à la droite. Et c'est marrant parce que j'ai regardé des documentaires sur ce moment à l'époque où en fait, ils disent ce que tout le monde dit aujourd'hui. C'est-à-dire, il dit non, on peut pas être trop proche de l'extrême droite, etc. Et en fait, ensuite, toute la suite de l'histoire de la droite découle de ça. C'est la peur de la gauche, la peur de ce que va penser la gauche, la soumission au discours médiatique. C'est probablement une des choses les plus incroyables que Éric Zemmour a réussi, c'est de dire, il prend à partie les journalistes là, il y a quelques semaines quand il était en meeting à Lille et il dit continuez à me diaboliser, je m'en fiche, je n'en ai rien à faire, je ne vous donne pas la légitimité de me diaboliser. Et il fait ce que et surtout ça me fait grimper dans les sondages. Et en plus voilà, en fait. et non seulement il l'a compris, en plus il l'assume, il le dit, et c'est profondément libérateur pour les gens qui en fait depuis 40 ans se sont culpabilisés, bien sûr. Et donc pour revenir sur les trahisons de la droite, en réalité le quinquennat de Chirac est une trahison de son électorat. C'est quand même quelqu'un qui fait une campagne assez populaire, qui parle de la fracture sociale mais pas uniquement,
rebondissements. C'est quand même Chirac, on a tendance à le résumer aujourd'hui, à dire oui, il a fait une fois un dérapage à Villepinte, mais en réalité, il n'était pas comme ça. Si, l'appel de Cochin, c'est un appel de droite quand il est à l'hôpital et qu'il explique qu'il faut bouger l'Union européenne, etc. Enfin, vraiment, la droite a été culturellement de droite de manière un peu évidente et elle a cessé de l'être sous la pression des médias et sous la pression de la gauche. Et donc, le quinquennat de Chirac, il y a beaucoup de renoncements. Chirac, quand même, s'invente à un moment donné, alors que c'est pas du tout son ADN politique, une velléité de faire entrer la Turquie dans l'Union européenne. C'est ce genre de choses en réalité. Et 2007, je vais pas me planquer. Évidemment que 2007 est une trahison de la droite. Nicolas Sarkozy arrive au pouvoir avec un discours, je pense que il n'y a jamais un président qui a été élu sur une ligne plus claire et il décide de faire exactement l'inverse. Là encore, honnêtement, c'était plus ou moins le discours de Villepinte, sauf qu'en plus, le discours de Villepinte, le RPR était dans l'opposition, donc c'était plus facile d'être dans le choc. Là, Sarko, il a quand même été élu sur ce genre de propos, quoi. Je suis absolument d'accord. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui le rattrape? C'est son surmoi, son complexe en réalité vis-à-vis de la gauche. Il a besoin d'avoir des amis à gauche, de prouver qu'il n'est pas sectaire, qu'il n'est pas. C'est une obsession chez lui. Je le connais, j'en ai beaucoup parlé avec lui. Il a toujours la peur de ce qu'il appelle le sectarisme, qu'il peut reprocher à juste titre d'ailleurs à la gauche, mais lui il a peur d'être pareil. Et le côté consanguin d'être. C'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent dans sa bouche. On l'a entendu encore dernièrement parler de sectarisme de la gauche. Donc il veut donner la preuve qu'il n'est pas ça. Donc il se fait, la formule n'est pas de moi, mais il se fait élire sur le Karcher et il fait Kouchner ministre. Ouais, c'est ça. Alors, vous dites vous-même que Éric Zemmour, à la base en tout cas, n'y pensait pas. Enfin, c'est ce qu'il dit. Il dit d'ailleurs que quand son nom revient, c'est parce que c'est le vide autour. En fait, un peu comme s'il y allait par défaut. Vous pensez qu'il y est allé par défaut ou pas, vous ? De moins en moins, mais en fait, je peux vous expliquer très simplement le cheminement tel que moi je l'ai vu, parce que c'est pour ça que j'ai rajouté cette préface et puis que je me suis fait un peu plaisir et j'en ai beaucoup raconté parce que en réalité, j'ai vraiment, comme moi j'avais écrit ce livre en 2015, à chaque fois je vois pas beaucoup Éric Zemmour, je le vois une fois par an, 2 fois par an, mais à chaque fois je parle de ça avec lui. Vous le relanciez sur le sujet, c'est ça, c'était devenu un peu votre fil conducteur à chaque fois et vous sondiez un peu le Éric Zemmour. Et en fait, ce qui était amusant, c'est qu'au tout début, il m'a vraiment pris pour un fou. Quand j'ai eu cette idée la première fois, c'était d'ailleurs pas mon idée, mais j'avais été mis au courant d'une conversation entre lui, Patrick Buisson et Philippe de Villiers, et eux voulaient le pousser à la rotonde, voilà. Eux voulaient le pousser à y aller, et lui, il balaye ça d'un revers de main, il me dit, mais t'es complètement fou, arrête, perds pas ton temps à écrire là-dessus. Ça, c'est le début. Et en fait, jusqu'en 2019, en juillet 2019, on est quelques semaines après les élections européennes, et la presse, dans Le Point, on révèle qu'il a été approché par le Rassemblement National pour être 3e sur la liste de Bardella, et par Dupont-Aignan pour être tête de liste. Et moi, j'apprends ça, et donc je vais le voir en lui disant mais finalement tu es en train de te laisser tenter par la politique, et il me dit non pas du tout, et c'est là qu'il a cette phrase en disant je suis un symptôme du vide mais je suis pas la solution. C'est parce qu'il y a personne qu'aujourd'hui les regards se tournent vers moi, mais à ce moment-là j'atteste, je témoigne qu'il est encore dans une optique où en gros il est très utile avec ses livres, avec ses émissions de télé, il s'apprête à rejoindre CNews, donc il a en tête vraiment de faire cette émission qui soit le rendez-vous quotidien un peu des idées de droite, etc. Et à ce moment-là il n'y pense absolument pas. Et ce qui s'est passé selon moi, c'est je pense que la convention de la droite a été un déclic, c'est-à-dire qu'il se retrouve sur une scène face à des gens avec pour la première fois de sa vie non pas juste un diagnostic mais aussi des solutions, et il constate c'est un moment très dur pour lui, il est malade, je pense qu'il a somatisé en réalité que son corps lui a dit stop alors que sa tête était en train d'aller trop vite. Il était un petit peu on sentait qu'il était un peu recroquevillé, quoi. Il n'était pas comme un tribun qu'on pouvait attendre, quoi. Bien sûr, il était malade, il avait mal dormi, etc. Enfin, il était vraiment pas bien. Et ensuite, il se laisse porter parce que moi, il m'a donné les clés de ce changement d'attitude vis-à-vis de la candidature. Ces 3 étapes, en fait, c'est son fils qui lui dit un jour t'as posé tous les diagnostics, maintenant à toi de donner les solutions parce que personne ne le fera à ta place. CNews, les audiences de CNews, moi que je me souviens qu'en juillet 2019, quelques semaines, 2 mois avant le fait de commencer son émission, il me dit tu te rends compte, c'est la dernière chaîne au niveau des audiences, si j'arrive à passer devant les autres ce serait incroyable, ou à remonter à être à 200 000, et puis il termine à 800 000 tous les jours. Et son meilleur ami qui est décédé depuis, qui en fait était un des plus grands opposants à sa candidature, il m'avait dit à moi d'ailleurs c'est complètement idiot de le pousser là-dedans, vraiment arrêter, etc. et en fait cet ami Philippe Martel qui est décédé il y a quelques mois a changé d'avis avant de mourir. Il a dit à Éric, il lui a dit voilà je pense que tout a changé, que c'est vraiment un professionnel de la politique à l'ancienne. En fait, il a travaillé au RPR justement avec Juppé, Chirac à la mairie de Paris, etc. Et il dit à Zemmour, finalement, en fait, je pense que tout a changé, que les règles ne sont plus les mêmes et que tu as une chance là-dedans. Et ça a troublé Zemmour qui, en fait, quand je lui demande moi ce qui l'a fait changer d'avis, il me donne vraiment ces 3 étapes comme étant les moments clés où il a changé d'avis. Et vous notez aussi, et je trouve ça très intéressant, son changement physique, notamment dans son passage à CNews, et vous dites qu'il arrive cravaté, etc. Il a
changé. D'ailleurs, vous n'appréciez pas forcément le Zemmour candidat par rapport au Zemmour d'avant, qui était le Zemmour journaliste, peut-être un peu plus complice aussi avec vous. Ouais, non, c'est pas un problème de complicité parce que il est très. On n'a jamais été extrêmement proches et il n'a jamais cessé d'être sympathique avec moi. Ça, c'est pas un problème. Puis après, il fait bien ce qu'il veut. Ouais. Mais non, moi j'ai eu peur à un moment donné parce que je l'aime beaucoup. J'ai eu peur quand il y a eu les premières rumeurs de candidature et que je l'ai vu changer justement, se mettre en scène sur les réseaux sociaux notamment, etc. Où je trouvais que le costume ne lui allait pas. C'est vrai que les réseaux, encore aujourd'hui, il y a on sait que c'est pas forcément lui qui tweet tout le temps quand il y a le tweet d'Éric Zemmour, mais on ne le reconnaît pas forcément. C'est vrai qu'il y a pas sa patte. Il y a 2-3 stories Instagram où on se dit alors déjà voir Éric Zemmour sur Instagram déjà c'est extrêmement étrange. Et en plus, c'est vrai qu'il y a 2-3 stories où on le sent un petit peu apprêté. On l'avait vu au milieu des vaches, ce sujet à la campagne ou en campagne. Enfin, on se dit oui, d'accord, mais ça fonctionne pas trop. Moi, c'est ça, j'ai trouvé ça un peu faux. Et je me suis dit surtout sa grande force à lui, c'était d'être lui-même tout le temps. Et donc du coup, à ce moment-là, j'étais un peu mal à l'aise et je me suis dit si sa campagne ressemble à ça, ça va vraiment mal se passer. Mais en fait, je trouve qu'il a complètement corrigé le tir. Je sais pas s'il a fait exprès, mais je trouve qu'il y a un truc fascinant ces dernières semaines, c'est justement à quel point il est rentré dans le costume, à quel point l'habit lui va bien et à quel point il a l'air à l'aise, notamment quand il fait des meetings. Il a inventé son truc. Il est assis sur scène en bras de chemise avec un micro, il plaisante avec la salle, etc. Je trouve qu'il est en train vraiment de s'approprier le personnage et que pour le coup il le fait sans avoir changé. Il se passe quelque chose d'assez amusant. Il y a une forme d'alchimie qui est en train de prendre où justement je trouve qu'il est pas gênant alors qu'il l'a pu l'être par le passé. Ouais. Bon alors malheureusement il ne reste plus qu'une minute. Moi j'aurais voulu aussi qu'on aborde la question où vous en parlez de l'organisation autour d'Éric Zemmour qui n'est pas forcément pour le moment très opérationnelle. Mais bon, il ne reste plus qu'une minute donc la fin de la prophétie. À votre avis, on va y arriver Éric Zemmour président, Éric Zemmour second tour? Moi, je pense que ce qui se passe dans les sondages là prouve qu'il a réussi son entrée dans l'atmosphère. C'était le plus dur, je pense. Il a réussi à se mettre à un niveau qui fait que maintenant il est incontournable, donc il va faire cette campagne. Et je pense que la dynamique est en sa faveur et pas du tout en faveur ni de Macron, ni de Marine Le Pen, ni de Bertrand. Donc moi, j'ai tendance à penser évidemment qu'il peut gagner cette élection, ça c'est sûr. Je pensais pas ça il y a 6 mois. Et je pense que pour l'instant, il n'a pas fait d'erreur et que quand il en a fait, elles lui ont rien coûté. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe autour de lui qui maintenant même le dépasse. Et pour cette raison-là, je pense qu'il a toute raison d'espérer en effet gagner son pari. Voilà, merci beaucoup en tout cas Geoffroy Lejeune et Marc Hainaut. Geoffroy Lejeune, je répète le titre de votre premier livre, donc Une élection ordinaire, publié en 2015, donc livre quand même, somme toute, même si vous êtes très modeste, assez prophétique, et avec cette Endendum, donc cette nouvelle édition Zemmour président de la fiction à la réalité. Moi je vous invite vivement à le lire, c'est très très intéressant si vous voulez sentir l'évolution d'Éric Zemmour aujourd'hui et comprendre un peu ce qui se passe en ce moment, parce que ça se joue encore en ce moment. Merci à vous deux et puis merci tout de suite on route. 7h, 9h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.